Bienvenue à toutes, bienvenue à tous pour ce moment de partage musical et pictural. Alors s'il fallait donner un nom à ce moment, j'aurais envie de l'appeler l'œil entend, l'oreille voit et l'art écoute. C'est aussi le nom des conférences que nous avons souvent données avec ma collègue et amie Catherine Debuzon. Alors nous avons rendez-vous avec Paul Cézanne. Nous sommes dans son atelier et nous avons devant nous une des sublimes pièces. Parmi les 6 qu'il a composées, ce sont les pommes et oranges. Alors, nous allons rentrer dans ce sujet en musique et en chromatisme. C'est un tableau qui donc fait partie de cette série dont je parlais, vers les années 1890. Et là, on est presque dans l'essentiel de la vie, de la fin de vie de Cézanne. C'est un peu comme Manet, comme Chardin, et puis aussi comme les peintres du XVIIe siècle hollandais, qui ont voulu transcrire la poésie, traduire la poésie du quotidien. Le quotidien, d'habitude on appelle ça des natures mortes, mais en fait il n'y a rien de mort du tout dans ce que nous avons là. Et la sensation, c'est le calme, c'est la stabilité. Oui, mais je viens d'employer un mot, stabilité, c'est pas tout à fait vrai parce que il y a de l'instabilité dans l'air, enfin pas dans l'air, sur la toile, avec notamment cette magnifique draperie, certainement de soie. Oh, j'ai envie de dire qu'on pourrait penser même à du marbre si on était du côté de Michel-Ange. Il y a donc oui, une instabilité, mais n'oublions pas que l'instabilité ambiante, elle n'est pas que picturale, elle est aussi musicale. On a un certain Claude Debussy dans cette époque qui nous, pas nous invente, mais nous retrouve la fameuse gamme par ton. Point de suspension. Et puis la suite, pourrions-nous dire. Eh bien la suite, c'est peut-être cette pomme qui risque de tomber. Elle est au bord du piano, comme elle est au bord, sur le bord du tissu, elle frôle le déséquilibre. Eh bien, pour pouvoir peindre ces magnifiques fruits, il faut imaginer que Cézanne les a touchés. Longuement, parce qu'il aura choisi des emplacements ensuite au centimètre près, au même moins que ça, parce que les accords du piano, on peut les transformer à volonté, comme on peut déplacer à volonté pour que la lumière du soleil, peut-être dans l'atelier du peintre, puisse venir irradier. À propos d'irradier, regardez et entendez cette pointe au bout du pinceau de Cézanne. La pomme qui se trouve au milieu de l'assiette, qui reçoit un petit champ de lumière que l'on pourrait s'amuser pendant des heures au piano à transformer au gré des envies, des inspirations, petite pointe de lumière, et allez, il faut que je la rajoute là-haut. Et c'est ainsi que le peintre, après avoir certainement pendant des heures contemplé, admiré, malaxé les fruits, goûté le fruit, va pouvoir nous entraîner dans cette exposition sereine. Oh, je viens de jouer un accord majeur. Peut-être que je n'aurais pas dû dans cette époque de la musique, mais pourquoi pas? Pourquoi? Parce que les angles de vue sont différents. Si on faisait dialoguer les pommes et les oranges, chacune a son accord, chacune a sa couleur.
Et puis, le peintre repose. Il repose sur quoi, ces objets? Eh bien, il les repose sur les assiettes. Zoomons nos yeux et nos oreilles sur l'assiette partie gauche du tableau. Comme une mélodie. N'est-ce pas Debussy qui disait « l'important c'est la courbe » ? Et puis si nos yeux avancent dans le tableau, nous allons sur le compotier. Et là, il y a ces petites ciselures discrètes, ces petites vaguelettes autour des fruits. Ça, c'était de la mélodie, mais dans ce compotier, il y a des oranges. Elles sont là, comme un langage harmonique en musique, des accords. Mais voici que la pointe du pinceau se pose avec un jaune sur l'oranger. On pourrait parler de la cousine du compotier, qui est cette cruche Pichet sur la droite. Et là, la mélodie, nos yeux vont sur l'anse. En regardant longtemps ce tableau, j'ai découvert que le fruit qui est juste en bas du pichet vient presque flirter avec la très belle fleur qui se trouve juste au-dessus. On peut imaginer ce petit dialogue entre le fruit et la fleur. Mais je suis en train de m'apercevoir que je ne suis plus avec les fruits, mais avec cette magnifique draperie de soie qui propose un mélodisme inouï. Un mélodisme dans le déséquilibre de la tonalité. Et puis je m'aperçois que le peintre Cézanne nous a proposé un vitrail fauteuil. Derrière les fruits, la chatoyance même de ces couleurs qui peuvent faire penser à un vitrail. La virtuosité du peintre est de savoir mêler les fruits au vitrail fauteuil. Si vos yeux vont dans l'angle, nous avons nos accords de fruits. Qui viennent se mélanger à ce frétillement, ce frémissement de chromatismes inouïs au fond du fauteuil. Un petit peu de retour vers le tissu soie. Nos yeux ont tout de même le droit de vagabonder. Et puis une petite étrangeté dans les chromatismes, avec tout en bas, vers le centre gauche, ce bain émeraude, vert émeraude,
On a comme l'impression que Cézanne va se garder de cette émeraude pour le moment, dans un instant où nous sortirons de son atelier pour rejoindre son grand amour. Ah, son grand amour. Le connaissez-vous, son grand amour? Mais juste avant de sortir de l'atelier, il nous faut revenir tout en haut à droite. Nous avons là une montagne. En fait, c'est un tissu, mais un tissu montagne. Ce sont peut-être les prémices des contours de ce que nous allons découvrir. En effet, si maintenant, chez vous, vous prenez votre index et que vous allez caresser les contours comme si vous étiez les peintres, tout au bout de vos doigts, vous avez le chromatisme, vous avez le pictural en main. Revenons faire un tour du côté de nos oranges, la lumière des oranges, celle des pommes, la gourmandise devant vous, au point que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais dégustons. Mesdames, Messieurs, vous ne me croirez sans doute pas, mais je suis resté quelques instants seul dans l'atelier du peintre et j'ai pris une des pommes qu'il y avait sur ce tableau, mais je n'ai pas pu la terminer, de même que je n'ai pas pu manger l'orange puisque j'ai vu le peintre s'en aller et nous voulions ensemble, vous et moi, le suivre. Le suivre et nous sortons de son atelier avec l'intention de suivre de loin. De loin parce que Cézanne n'aime pas être dérangé. Cézanne, il est face à son grand amour, mais oui, ce dont je parlais tout à l'heure, son grand amour qui est la montagne Sainte-Victoire. Et nous le suivons donc discrètement de loin pour ce panorama unique. Son grand amour parce qu'il en a fait 87 toiles, 44 huiles et 43 aquarelles. Il aime être seul, notre Cézanne, et il va peindre ses paysages dans des endroits reculés, travailler sur ce motif sans être dérangé. Oh, mais dites donc, ce motif, on l'avait déjà peut-être dans notre imaginaire et dans nos yeux vagabonds, dans le précédent tableau, avec cette belle courbe qu'il y avait sur le fauteuil à droite. Cette courbe qui ressemblait à une montagne. Là encore, prenez vos doigts, vos index et puis allez flirter avec le dessus de la montagne Sainte-Victoire. Mais je suis en train de me tromper parce que ce jour-là, c'est un jour de grand vent. Mais oui, parce que sur ce tableau, on voit ce côté presque échevelé des branches. Vous avez sur la gauche cet arbre paisible apparemment, des accords, comme tous les arbres, pratiquement des accords sereins. Il y a un arbre. Mais non, il y en a deux. Le peintre va nous montrer quelque chose qui n'est pas sur le tableau. Sur la droite du tableau, il y a ces branches qui viennent de quelque part d'un autre arbre. De cet arbre imaginaire, mais réel cependant, vont partir ces branches.
À leur tour, les branches de droite vont venir effleurer, taquiner celles de gauche qui sont en grand vent. Des arbres-colonnes, un arbre-colonne solide qui laisse les feuilles libres de voguer, de voler au vent. Donc en fait, Cézanne a l'art de nous montrer des choses qu'on ne voit pas avec cet arbre imaginaire. Mais si nous restons ensemble sur la droite du tableau et que nous allons rejoindre l'horizon bleuté tout en haut à droite, oh, ce n'est pas naturellement la ligne bleue des Vosges, nous sommes en Provence, mais ce bleu-là est pratiquement unique dans le tableau, laissant notre imaginaire s'en aller encore plus loin avec une mélodie sobre. Mais en dessous, on pourrait faire un contrepoint, un contre-champ avec les autres bourrelets, les autres ourlets plutôt de la montagne. Celle juste en dessous de la ligne bleue. Nos yeux descendent légèrement, une troisième voie. Retournons sur la montagne. Reprenons encore notre index et nous recontinuons à contourner. Nos yeux s'évadent du côté du viaduc qui se trouve juste en dessous à droite et ces jolis accords qui reviennent. Ce viaduc encore. N'oublions pas que c'est vraiment jour de grand vent, avec cet arbre, certes stable. Mais ses branches. Nous avons besoin maintenant d'un peu de stabilité avec cette jolie bastide juste à droite du tronc d'arbre, avec ce joli ocre. Le vent qu'importe, le Mistral qu'importe, la bastide est là, comme la montagne. N'oublions pas que c'est Cézanne qui est en train de peindre. Il prend sur sa palette un petit peu de l'oranger ocre et va maintenant le déposer en bas à droite. Rappelez-vous tout à l'heure, ces petites pointes dorées sur la pomme. Peut-être a-t-il utilisé la même couleur que pour ces oranges et ces pommes.
nos yeux vagabonds de droite orangés à la Bastide. Et puis Cézanne nous propose cette vallée stable depuis ce magnifique panorama de la colline des Lauves. Et là, nous avons ces horizons, petits horizons verts. On aurait presque envie, nous, au piano, de faire des petits glissandi avec ces traits de pinceau. Mesdames, Messieurs, souvenez-vous, tout à l'heure, dans le précédent tableau, il y avait cette couleur presque étrange de cette émeraude. Eh bien, Cézanne transporte cette émeraude juste en bas du tableau, avec ce vert mystérieux. Un mystère se présente à nous, une sorte de brouille. Le haut du tableau me semble être de l'aquarelle, la montagne Sainte-Victoire, ça n'engage que moi. Et le bas semble être de l'huile. Mais qu'importe, les deux sont au service de cette clarté absolue. La frontière entre l'huile et l'aquarelle, si c'est le cas, est tellement subtile. Alors, il va falloir nous quitter avec ces instants merveilleux de ces branches qui se taquinent. Mesdames, Messieurs, je vous invite joyeusement à vous rendre à l'hôtel Caumont à Aix-en-Provence. Il y a un musée merveilleux, mais il y a un film permanent qui raconte tellement bien la vie de Cézanne. C'est un moment qui m'a tellement bouleversé. Je vous invite à le vivre. Et puis, avant de se quitter, un dernier regard ensemble sur cette montagne. Devinez ce que je souhaite voir et entendre avec vous. Oh là là, ce petit sol dièse là qui vient transformer l'émeraude de tout en bas en ce vert clair de lumière qui se trouve juste en haut du tableau, à la lisière de l'arbre de droite et de l'arbre de gauche. Vous avez là une couleur de vert pâle. Bon, il n'est pas pâle du tout d'ailleurs. Il n'est en tous les cas pas pâli puisqu'il est plein de lumière. Au plaisir d'autres découvertes avec vous, dans quelques temps j'espère, où l'œil entendra, où l'oreille verra et où l'art écoutera.